Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à Darlington, la femme en noir qui nous accueille ce soir du surnom de ce circuit mythique qui accueille ce soir la 12e course de la saison 2006 de NASCAR Busch. À mes côtés pour vous commenter cette course qui s'annonce d'ores et déjà extrêmement spectaculaire. C'est toujours le cas à Darlington. Laurent Frédéric Bollet, salut LFB. Salut Manu, salut à tous. Vous avez déjà vu Tony Stewart, Kevin Harvick et les autres. Et oui, encore un casting d'enfer ce soir. Incontestablement, ce rendez-vous de Darlington est très prisé. On le voit à la qualité des participants qui viennent de la Next Ah là, il y a du monde. Il y a du très très beau monde. Ah oui, ce soir. parce qu'il y a la grille de départ qui défile. On va vous la décrire. Mais quand vous voyez Kenseth, Newman, vous avez vu Stewart, Kevin Harvick bien sûr. Marc Martin. Voilà. Ici, que vous voyez en quatrième ligne, il y a du très très beau clair monde. que c'est du solide. Darlington, circuit légendaire Manu, parce que c'est ici en septembre 49 qu'avait eu lieu la toute première course officielle NASCAR sous ce label qui devait être pérennisé à partir de l'année suivante. Donc c'est toujours une petite part d'histoire qui est tournée ici lorsqu'on revient, même si, et beaucoup le regrettent, on ne vient ici qu'une fois maintenant en Busch et non plus deux fois. Depuis la saison passée, en effet, on ne vient plus qu'une seule fois ici. C'est un petit peu dommage en effet parce que c'est quand même une ambiance très particulière ici à Darlington. Bien évidemment, on vous expliquera pourquoi le surnom de ce circuit, Lady in Black, la femme en noir donc, ou encore la piste too tough to tame, c'est-à-dire trop difficile pour être apprivoisée. Ça vous donne une idée évidemment du spectacle qu'on va avoir encore sur la piste ce soir. C'est avant tout le premier des super speedway, va-t-on dire, cet ovale de Darlington avec une forme très particulière, une forme d'œuf. Il est beaucoup plus large dans les virages 1 et 2 que dans les virages 3 et 4. Vous vous rendrez bien évidemment compte de tout ça lors de la course qui va partir dans quelques instants. Mais surtout, ce rendez-vous de Darlington, eh bien c'est la grande question pour tout le monde. Est-ce qu'on va enfin voir quelqu'un aller contrer Kevin Harvick? Je vous rappelle, vainqueur de 3 courses lors des 4 derniers rendez-vous et de la seule course qu'il n'a pas remportée, il a terminé 2e. Voilà. Alors attendez, peut-être qu'il y a d'ores et déjà un élément de réponse, Manu, car c'est une des petites nouvelles là importantes avant le départ de cette course. Eh bien, Kevin Harvick va devoir partir de la dernière position. Absolument. Il a changé son moteur. Voilà. Mais il n'est pas le seul. Attention, il y a eu également du haut de plateau qui a été relégué au fond également en fond de grille. Carl Edwards qui avait pourtant signé le 2e temps lors des qualifications et Kasey Kahne 3e lors des qualifs. Le premier pour avoir modifié des éléments interdits sur sa voiture, le deuxième pour être arrivé en retard au meeting d'avant-course. Bilan de l'opération, eux aussi partiront du fond de grille, ce qui nous donne du coup Jamie McMurray en 2e position. Derrière, celui qu'on attend peut-être ce soir pour on va dire contrer Kevin Harvick et afficher une vraie opposition à Kevin Harvick, c'est le jeune rookie Denny Hamlin qui signe la 3e pole et de sa saison et de sa carrière. Tiens, regardez à l'image justement, Kevin Harvick, le voilà qui va se mettre en fond de grille. C'est bien lui, le leader du championnat, celui qui a peut-être déjà le titre dans la poche, allez savoir. C'est vrai qu'avant même la mi-saison, dire ça semble un peu étonnant, mais quand on a plus de 300 points d'avance, exactement 313, c'est dire que c'est bien engagé. Donc déjà là un petit challenge quand même qui va se dresser face à Kevin Harvick. On verra aussi si Carl Edwards et Kasey Kahne ont les moyens de remonter. Mais c'est vrai, Denny Hamlin en tout cas la pole. Et depuis sa victoire de Mexico, on le sait, Denny Hamlin fait partie des grands noms de ce championnat 2006 de NASCAR Busch. Donc espérons que ça continue bien pour lui. Et puis évidemment, alors que c'est normalement pleine lune ce soir, en nocturne ici à Darlington, en Caroline du Sud. On surveillera les invités de marque, les Tony Stewart avec la voiture de Kevin Harvick, justement. On reste en petit comité. Marc Martin, Ryan Newman, Matt Kenseth, Greg Biffle, qui vont certainement avoir un mot à dire. Alors juste avant le départ, petite précision sur Denny Hamlin qui va donc lancer la meute dans un instant. Il faut savoir qu'il s'est blessé à la main gauche avant le rendez-vous de Richmond. Il a quand même 19 agrafes dans la main, ce qui est pas rien. Pour tout vous dire, on est obligé de lui changer son pansement 3 fois par jour. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse blessure. Et bien depuis qu'il s'est fait ça, ça va limite beaucoup mieux pour lui dans sa saison. Il a terminé 10e à Richmond, 2e en Cup et il signe la pole ici. Autant dire que finalement il a même dit de façon un petit peu humoristique, je me demande s'il ne faudrait pas que je me coupe une main parce que comme ça les résultats sont encore meilleurs. Voilà, et je ne sais pas si vous l'avez dit, il a aussi terminé 2e de la course Nextel. En Cup à Richmond. Alors, 147 tours, ce qui ne fait que 200 miles. C'est vrai que quand on pense qu'il y a des courses de 300 miles, voire de 312 miles, là c'est vraiment un format très petit, ça risque d'aller très très vite.
à Darlington, 200 miles, 147 tours sur ce circuit long de 1 mile 366 avec cette forme d'œuf si particulière. Je ne sais pas si on verra une vue aérienne tout à l'heure, mais en tout cas le spectacle est toujours à la hauteur. Croyez-moi, c'est le genre de rendez-vous un peu traditionnel, mais où il fleure bon l'ancien temps de la NASCAR avec des spectacles assez phénoménaux. Allez, c'est parti. Hamlin qui perd l'avantage de sa pole manifestement. Ouais, Jimmy McMurray, superbe attaque par l'extérieur, quasiment imparable. Et attention parce que derrière vous voyez Matt Kenseth qui va essayer d'en profiter également pour récupérer la deuxième place et emmener dans son sillage peut-être Ryan Newman à l'assaut sur Denny Hamlin. Oui, avec départ mauvais catastrophique. Départ, très mauvais départ pour le quasi-rookie Denny Hamlin. Regardez comme ça passe près du muret. Et oui, c'est ça la magie de la NASCAR sur ces petits circuits quand même, parce qu'on dit super speedway, oui, à la façon américaine, mais enfin pour nous c'est quand même un petit ovale. C'est-à-dire piste très très large, en fait c'est un petit peu toujours l'opposition faite par les pilotes et les organisateurs. Les organisateurs à Darlington baptisent Darlington comme le premier super speedway parce qu'il est très large, parce que le banking n'est pas énorme. 49. Et puis voilà, parce que c'est le premier circuit à avoir accueilli une course NASCAR, même si à l'époque elle n'était pas baptisée comme telle. Mais pour les pilotes, c'est quasiment... Eux, ils considèrent Darlington comme un short track pour la simple et bonne raison que sur cette piste, aussi large soit-elle, il n'y a qu'une seule trajectoire ou quasiment. Et puis ça va très très vite, on s'en rend compte. Donc là aussi, la façon dont on est à fond joue beaucoup. Et on voit que effectivement, c'est toujours impressionnant de voir sur un aussi petit ovale et bien des vitesses aussi importantes. Et le record de la qualif ici, il est détenu par Ryan Newman qui est présent ce soir. Hein, vous le savez, depuis 2001, il avait effectué son tour de qualif en 170 miles, 301 par heure, ça fait quand même du 274 km/h pour un tour en 28 secondes. Excusez du peu, la piste est quand même pas très large et en plus elle est particulière puisque on vous expliquera pourquoi. Hein. Laurent Fred, vous allez nous faire un petit peu l'histoire du circuit. Vous nous expliquerez pourquoi elle a cette forme si particulière, mais qui évidemment casse un petit peu le rythme avec un virage à un angle très large où on peut être assez rapide quand même. Et puis les virages 3 et 4 qui eux sont vraiment un angle assez serré. Et c'est tout un problème au niveau des réglages et de la gestion, notamment de l'usure des pneus sur ce circuit. Carl Edwards a gagné 5 places et on voit que Kevin Harvick également se fraye un chemin dans le trafic. Devant lui, David Green et Carl Edwards justement, qui le suit pour l'instant. Après tout, c'est pas mal. Autant s'unir pour progresser. Quoi qu'on voit que Kevin Harvick faisait mine de passer à l'intérieur. À 3 de front ici à Darlington, c'est sûr, c'est pas possible. Bon, pour l'instant, il y a pire comme locomotive pour Kevin Harvick en la personne de Carl Edwards. Le classement devant McMurray, Kenseth et Hamlin, donc qui n'a toujours pas mené un tour. Carl Edwards de retour aux affaires depuis 4 courses puisqu'il a signé 4 top 10 consécutifs. 5e à Nashville, 3e à Phoenix, 10e à Talladega, on se souvient, et puis 6e à Richmond la semaine passée. Mais voilà, il est 3e au championnat. C'est une place conforme un peu plus à son standing. Et ça commence mal pour Aaron Fyke, vraisemblablement. Problème moteur. Hein. Une explosion interne pratiquement. Oui, image très spectaculaire. Et regardez dans l'habitacle, il voit rien du tout. Aaron Fyke, il va bien de sortir très très vite. Allez, voilà, il baisse son filet là pour la fenêtre et évidemment première interruption. Hein. Drapeau jaune. Allez, Aaron Fyke. Finalement, il sort pas si vite que ça. Pas du tout même. Voilà. Et on voit non, en bas. Révisé. Non, finalement, je reste. Oui. Parce qu'il avait oublié d'éteindre l'autoradio. En bas, on voit le liquide qui s'échappe de la voiture d'Aaron Fyke. Ça risque de poser peut-être des petits soucis. Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Il veut... Parce que j'ai l'impression qu'il est encore sur. Mais il a enlevé son casque piste, carrément. Voilà, ça y est. Il va respirer encore plus de fumée maintenant qu'il a enlevé son casque. Il n'arrive pas à sortir. Ah, dites donc, quelle histoire. Alors, c'est un moteur qui, heureusement que la voiture explose, sans aucun doute. Voilà. Ah, celui qui était derrière, ça a dû faire tout drôle. C'était Ashton Lewis Jr. juste derrière. Le classement marqué en tête devant Kenseth, Hamlin, Newman. Et 5e place pour Tony Stewart. Allez, le restart, on passe directement au 10e tour. La neutralisation n'a pas duré longtemps. On prend les mêmes et on recommence. McMurray, Kenseth, Hamlin, Newman et Tony Stewart donc qui est déjà là. Alors que Tony Stewart, il est parti en quelle position? Il partait loin, Tony Stewart. 9e. Bon, il a quand même pas mal progressé. Allez, déception également, on en parle de Gigi Yelly. Déception pour
pour lui, 35e seulement au départ. Il a gagné 7 places sur ce début de course, mais il est moyennement à son aise, Gigi Yeli, sur cet ovale de Darlington. Piste très particulière, on l'a dit, avec donc ces deux virages de taille différente. Oui, je vais vous dire ça, sauf que vous avez vu qu'entre Stewart et Newman, il y a eu un petit contact. Attention. Mais en fait, il y a deux histoires qui s'opposent ici à Darlington. Alors, la version amusante, c'est que le slide, comme on dit aux États-Unis, hein, le dérapage en quelque sorte de Tony Stewart qui fait le spectacle. Après avoir bumpé Ryan Newman, il le double, mais aussitôt après, la figure. Attention, Tony Stewart a l'air chaud ce soir. Vous me direz, c'est son habitude. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises en ce qui le concerne. Ah, ça serait bien de le voir nous faire une Talladega bis repetita. Ça serait assez amusant en 2 départs consécutifs. Alors la version amusante, c'est que les architectes en quelque sorte, ou les constructeurs, attention là aussi, c'est carrément appuyé sur le mur devant. Je ne sais pas si je vais arriver à dire mon histoire, parce qu'il se passe quelque chose toutes les 2 secondes. C'est que les constructeurs du circuit se sont loupés dans leurs calculs. Et effectivement, c'est une fois les travaux finis qu'on s'est rendu compte qu'il y avait les virages 1 et 2 qui étaient beaucoup plus larges que le virage 3 et 4 qui se referment beaucoup plus. Enfin, là, il faut vraiment qu'il soit loupé. Hein. Oui, mais dans les années 40, il faut voir jusqu'à quel point effectivement les instruments, et puis je sais pas, enfin bref. Et l'autre version, c'est qu'il y avait une propriétaire irréductible d'un terrain adjacent au circuit, avec notamment une pièce d'eau, et qu'on n'a pas voulu du côté des propriétaires céder le terrain. Et donc il a fallu en quelque sorte le contourner ou au contraire faire refermer le virage avant que la piste n'empiète sur le terrain, puisque le terrain n'allait pas être repris par la NASCAR. Donc du coup, virage 3 et 4 beaucoup plus serré que le virage 1 et 2. Donc vous voyez, ça fait un circuit, il faut imaginer une forme un peu d'œuf, effectivement, avec une base assez fine ou large comme vous voulez, mais qui se referme en haut. Donc voilà les 2 histoires. Vous me direz que ce soit l'une ou l'autre, c'est assez amusant, hein, en tout état de cause. Alors, ça fait partie des histoires un peu légendaires de la NASCAR. Dans les petites anecdotes sur cette piste légendaire incontestablement de Darlington, pourquoi la femme en noir? LFB, racontez-nous l'histoire. Alors moi, si vous me permettez, mon cher Manu, je préfère l'appellation de la dame en noir. Oui, la dame. Et c'est pas par rapport forcément à Monsieur Leroux. Oui, voilà, à la référence littéraire, le parfum de la dame en noir est présent. Voilà. Vous me direz, moi j'ai toujours préféré le mystère de la chambre jaune au parfum de la dame en noir. Hein. Voilà, petite parenthèse refermée. Y compris cinématographiquement parlant d'ailleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, la dame en noir. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ici, c'est un circuit très très difficile du fait justement de ces angles de virage différents et des vitesses enregistrées. Personne ne peut prétendre échapper à la petite faute, au petit contact dans le muret. Vous avez vu que là, tout le monde est qui prudent. Vient de dépasser Compton et Ashton Lewis Jr. Il les a littéralement enrhumés. Oui, et Compton qui s'apprêtait à changer de ligne, qui s'est vite ravisé. Arrêtez Compton. Enfin bref, il est facile, très facile d'aller s'appuyer un petit peu contre le mur. Vous voyez déjà des traces en noir. Et bien voilà, l'explication, la dame en noir, c'est parce que le circuit, à la fin d'un week-end de course, si on féminise le circuit, ça devient véritablement une dame en noir du fait des contacts entre les voitures et le muret. Mais c'est vrai, hein, c'est pas une légende. Hein. Là, pour le coup, c'est authentique. Pratiquement personne ne peut prétendre échapper à un petit contact avec le mur. Alors vous allez me dire, attendez, comment ça se fait? Ce sont des pilotes professionnels. Mais oui, mais les vitesses, les niveaux de grippe, les bagarres, ça passe limite. De toute façon, c'est un sport à la limite, hein, comme en Formule 1. On n'est pas là pour faire de la figuration ou pour rouler 15 km/h de moins que normal. Eh bien, il faut être à la limite. Et la limite, parfois, évidemment, on la franchit d'un petit pourcentage et ça suffit pour laisser une petite trace sur le muret. Il n'y a pas mort d'homme, on peut continuer la course, mais il y a eu contact quand même. Et d'ailleurs, on a vu Tony Stewart tout à l'heure, juste après son dépassement sur Ryan Newman. Et il est allé au contact contre le mur. Évidemment, sans conséquence. Il est toujours là, Tony Stewart. David Rutiman, attention, alors que Ashton Lewis. Peut-être à nouveau casse-moteur. Oui, on a vu Fike tout à l'heure, on a Lewis maintenant. Et on a vu que David Rutiman remplace Michael Waltrip au volant de la voiture 99. David Rutiman qu'on aperçoit, on va dire régulièrement chaque année. On le voit prendre le départ de quelques courses. Débris sur la piste et nouveau drapeau jaune au 20e des 147 tours donc prévus ce soir. Où il est sorti plus exactement. Et je pense qu'il est parti tout seul à la faute contre le muret ou alors peut-être une crevaison, mais ça, la crevaison j'y crois pas trop parce qu'on est quand même relativement tôt dans la course.
Donc à mon avis, c'est plus un contact contre le muret pour Ashton Lewis Jr. Et on se tient prêt du côté de la pit road. Parce qu'on pouvait penser qu'on s'arrêterait normalement vers le 60e tour, mais à partir du moment où il y a une neutralisation comme ça après un peu plus de 20 tours, on va en profiter. Alors voilà, vraisemblablement contact pour Ashton Lewis Jr. Mais regarde, avec cette caméra comme ça, passe près du mur. Alors on n'a pas parlé des bankings pour ce circuit d'Arlington. Le banking dans le virage 25 degrés, donc dans le virage le plus large, le virage 1 et 2, le virage au rayon le plus large, et 23 degrés dans les virages 3 et 4, et puis 6 degrés dans les deux lignes droites, car spécificité quasiment de Darlington également, il y a deux vraies lignes droites pour une fois. Qui ont la même distance au pied près. Oui. 1229 feet pour tout vous dire, donc vous divisez par 33 à peu près centimètres, vous avez en mètres. Alors Mark Martin arrêté avec une couleur cette fois-ci à peu près normale pour cette voiture de Jack Roush. Oui. Au milieu il y a Kenseth et en bas ça va être donc Denny Hamlin. On va surveiller les chronos. Alors Mark Martin, il a 26 départs en bouche ici, 8 victoires, 8 pôles, 12 top 5, 16 top 10. Il n'est pas venu courir en bouche à Darlington depuis 5 saisons. En fait, sa dernière course ici, c'était en 2000, où il avait réussi le sweep avec les courses d'été et d'automne. Il avait remporté les 2 courses de bouche disputées ici à Darlington dans cette année 2000. 8 victoires pour Martin. Autant vous dire, il va falloir le surveiller, Martin, ce soir. Et pas de changement, si ce n'est que Denny Hamlin a perdu une place supplémentaire. J'ai l'impression qu'il n'est plus que 4e, car c'est Tony Stewart qui s'est emparé de la 3e place. Donc McMurray reste devant, Kenseth 2e, voilà. Ensuite c'est bien Stewart. C'est Newman qui a perdu une position. Oui aussi, mais derrière. Ouais. Regardez, Newman il n'est toujours pas passé là en plus. Il a même perdu beaucoup dans l'affaire Ryan Newman. Le voilà qui passe seulement derrière John Wood et juste devant Greg Biffle, Reed Sorenson, Mark Martin. Et puis derrière ça a été un petit peu chaud, il me semble, entre Maynard et Kenny Wallace. Et l'attaque de Clint Bowyer sur Denny Hamlin. Aïe aïe aïe, le poleman quand même connaît une passe un petit peu difficile. Il ne cesse de rétrograder alors que devant, bataille somptueuse entre McMurray et Matt Kenseth et 2 coéquipiers en Nextel chez Jack Roush. Équipe séparée ici pour la NASCAR Busch. Oh, ça passe facile pour Kenseth. Jimmy McMurray qui a été obligé de lever un tout petit peu le pied pour reprendre la bonne trajectoire et éviter évidemment d'aller dans le mur. Et du coup vous avez vu Kenseth mieux placé à l'intérieur qui immédiatement lui a mis 3 longueurs. Et Tony Stewart derrière a profité de l'aspiration pour récupérer au passage la 2e place. Il va falloir le surveiller, Stewart, également ce soir. Une question qu'on nous posait sur le forum récemment, www.motorstv.com, rubrique V8 Busch. Peut-on piloter pour 2 équipes différentes en Nextel et en Busch? Parfois non, parce qu'après tout il n'y a pas de raison, mais parfois si. C'est le cas de McMurray chez Jack Roush en Nextel, chez Rusty Wallace en Busch, voire de Tony Stewart, chez Joe Gibbs bien sûr en Nextel et chez Kevin Harvick en Busch. Et la voiture de Denny Hamlin a l'air d'être un petit peu survireuse. On le sent un peu en délicatesse en sortie de virage. Et à chaque fois, vous voyez en l'espèce John Wood qui le suit, qui revient un tout petit peu au contact en sortie de virage. Et Ryan Newman qui revient aussi très très fort. Donc un peu loose comme on dit. Et attention à Tony Stewart qui va peut-être tenter une attaque sur le leader Matt Kenseth. Que va-t-on revoir au ralenti? Eh bien Newman peut-être justement. Avec sa voiture violette. Non, c'est devant, regardez. Denny Hamlin et Ashton Lewis, on s'est touchés. Vous voyez, confirmation peut-être de ce petit souci d'adhérence, d'équilibre parfait de la voiture. Oh, Tony Stewart en tête, Manu. Changement de leader de nouveau. Tony Stewart n'a pas traîné. Et le voici devant. Oh là là, ça passe au millimètre. Clint Bowyer 4e devant Denny Hamlin. John Wood excellent 6e. Ryan Newman 7e. Il vient de passer, vous l'avez vu. Il est passé. Devant Kyle Busch, Greg Biffle, Mark Martin, Reed Sorenson et Scott Wimmer 12e. On va revoir cette attaque et cette prise de pouvoir pour Tony Stewart, imparable. Et il s'est fait prendre exactement au même piège où il avait pris Jamie McMurray 2 tours avant Matt Kenseth. Tiens, regardez la caméra qui n'a pas bougé. On revoit Stewart, ça passe toujours au millimètre. Incroyable. Comment voulez-vous ne pas une fois effectivement aller toucher le mur? Non, c'est quand même impressionnant. C'est comme Dover, c'était comme Rockingham qui ne fait plus partie du calendrier. Mais
ces petits ovales où on va quand même pratiquement à fond tout le temps. Et là, c'est quand même un spectacle assez incroyable. Alors d'ailleurs, justement, quelques petites informations concernant Burney Lamar, qui fait son premier départ ici, évidemment, le glorieux rookie. Il a pris les conseils de son crew chief, bien évidemment, outre le fait qu'il se soit entraîné également sur console de jeu pour piloter ici. Il a pris donc les conseils de son crew chief, Jen Need, qui lui a dit, écoute, il y a 3 pistes extrêmement compliquées en NASCAR cette saison que tu vas devoir affronter. Bristol, évidemment, Darlington et Dover. Oui, voilà, je vous disais. La clé ici, c'est la gestion des pneus. Pour être compétitif en fin de course, il faut quasiment être non attaquant pendant pratiquement l'intégralité de la course. Et c'est dans les derniers tours qu'on va y aller. Évidemment, il faut éviter les fameux contacts avec le mur. Mais bon, ça, si ça arrive à la rigueur, c'est pas très très grave. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est une gestion extrêmement fine de l'accélérateur pour ne pas trop taper dans les pneus. Sinon, la course est d'ores et déjà perdue. Première chose. Deuxième chose, avoir une stratégie dans les stands impeccable. Sinon, c'est perdu. Ça fait beaucoup, mais c'est clair. Et Denny Hamlin qui continue de perdre place après place. Ryan Newman, on l'attendait, vous me direz, mais quand même, reprend une place supplémentaire. Il est donc 5e. Hamlin est finalement passé en 33 tours de premier à 6e. Ouais, début de course un petit peu difficile pour Denny Hamlin. Il a une histoire très particulière sur ce circuit, Denny Hamlin, puisqu'en 2004, en fait, il a fait son premier test NASCAR avec Joey Gibbs ici. 30 tours, et il a dit, sur les 30 tours, j'ai touché le mur 30 fois. Une fois à chaque tour. J'ai énormément appris pendant cette séance. Ça a convaincu, on va dire, Joe Gibbs de lui donner sa chance sur la course d'automne, la même saison 2004. Premier départ en NASCAR Busch pour lui sur cette piste. Il finit 8e, bilan de l'opération, de sa propre expression. C'est comme ça que j'ai décroché mon job. L'année suivante, 2005, c'était l'an passé. Il a fini 7e, on s'en souvient. Ce qui fait quand même qu'en 2 top 10, ici, il a signé. En 2 courses ici, pardon, il a signé 2 top 10, le jeune Denny Hamlin. Non, c'est une première participation. Il est capable de terminer 8e. C'est quand même une sacrée performance. On a vu que Kevin Harvick, alors que nous suivons Kyle Busch, est remonté 17e, parti 43e, déjà 17e, Kevin Harvick. Et nous qui pensions peut-être que c'était ce soir qu'il allait enfin connaître un souci. On va pas dire qu'on se réjouissait de voir Kevin Harvick partir de la 43e et dernière position, mais pas loin. C'était ça pimentait un peu forcément les données du championnat. Et c'est vrai que il va encore avoir les moyens de faire un top 10, hein, c'est quasiment sûr. Ah, c'est vraiment le momentum, comme on dit aux États-Unis pour Kevin Harvick en ce moment. C'est la spirale de la réussite, incontestablement. Et ça va être quand même difficile d'aller le chercher, quoi qu'il advienne, sauf évidemment catastrophe. Alors la chance, entre guillemets, de ses adversaires a commencé d'ailleurs par Paul Menard parmi ses adversaires, parce que lui ne fait pas le double duty, contrairement à Carl Edwards, Denny Hamlin ou Clint Bowyer, qui sont respectivement 2e, 3e et 4e du championnat pour l'instant. Derrière, évidemment, Kevin Harvick, Paul Menard étant lui 5e, le premier régulier de la Busch. Eh bien, la chance peut-être pour Paul Menard, c'est de voir Kevin Harvick commencer à se consacrer peut-être un petit peu à sa saison Nextel, de voir éventuellement confier sa voiture pour qu'elle soit qualifiée en Busch lorsque, pendant l'été, la Nextel et la Busch ne seront pas sur les mêmes circuits. Et finalement, il va peut-être y avoir quelques gros points à perdre qui peuvent changer tout au niveau du championnat. Affaire à suivre et course à suivre juste après cette petite pause. Retour sur le Darlington Raceway qui accueille ce soir la 12e course de cette saison 2005 de NASCAR Busch. Et attention aux avant-postes, Tony Stewart, qu'on a quitté leader, va se faire dépasser par Jamie McMurray. Et oui, on le retrouve 2e seulement. Ah, on s'échange des positions là entre Kenseth, McMurray et Stewart, alors que derrière, qui est concerné? Oh là là, les petits contacts, et voilà comment on laisse des traces en noir sur le circuit avec Steve Park, le numéro 31, et le numéro 1, Mike Wallace. Mike Wallace, saison un petit peu difficile pour lui quand même, parce que c'est son 4e départ consécutif. On le sait, il remplace au volant de cette voiture numéro 1 le malheureux Jason Keller. Il a failli revoir à Richmond, mais finalement qui ne s'est pas qualifié. Je vous avais raconté tout ça, vous vous en souvenez évidemment. On attend toujours son 400e départ à Jason Keller. Donc Mike Wallace, il a repris le volant de cette voiture numéro 1 depuis Phoenix, 18e à Phoenix, 12e à Talladega, 13e à Richmond. Alors certes, c'est pas mal, c'est aux portes du top 10, mais quasiment à chaque fois, il a une voiture assez rapide, faite pour accrocher pourquoi pas un top 5, et à chaque fois, il part plus ou moins à la faute. Alors qu'on continue les amabilités, Stewart vient de laisser passer Kenseth. Tout à l'heure, ça avait été un petit peu l'inverse.
Alors que notre ami Mark McFarland, rookie, est bien lent là. Et regardez derrière, il y a une sacrée bagarre entre le numéro 30 qui est Mike Bliss, de retour dans la discipline. On va pas s'en plaindre. Son premier départ cette saison à Mike Bliss. Ouais, et David Green, le 27, bien sûr, ancien champion. Alors McFarland, ouais, il y a eu un petit contact avec Burney, là, avec le 01, c'est Jay Sauter. Oui, à noter qu'on a encore les 3 frères sauteurs ce oui. soir. Jay, Tim et Johnny, évidemment. Il n'y a pas renouvelé à tous les tours, ce genre de petite manœuvre. Ça pourrait mal se terminer. À chaque fois de la même manière, oui, avec autant de brio. Et du coup, il était parti 26e. Il n'est plus que 30e. Mark McFarland, qui fait quand même partie de l'entourage de Dale Earnhardt Jr. C'est quand même pas rien. Cette voiture numéro 88, elle est engagée par Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt Jr., vainqueur à Richmond la semaine dernière en Nextel. Le grand retour de Junior au premier plan. Keziken, qui continue sa remontée lui aussi avec Carl Edwards. C'est vrai qu'il n'y avait pas que Kevin Harvick à partir derrière. Et ils sont aux alentours de la 14e place. Ça se passe bien pour eux. Ensemble, et c'est pas Kevin Harvick qu'on aperçoit derrière. Ils sont 15, 16 et 17. Ils viennent de dépasser Jason Leffler qui est donc en 15e position en fait, puisque Keziken est 14e. Mais comme ils vont vraisemblablement également passer Carl Edwards et Kevin Harvick, pour l'instant ils opèrent une remontée commune tous les 3. Un petit train à l'intérieur du peloton. Et regardez à la sortie du virage numéro 4, beaucoup de pilotes partent en glissade alors que Mac Murray, non c'est dans le trafic, il double Joel Kaufman, le numéro 12. Pas de problème. Jimmy McMurray qui s'est imposé ici en 2004, mais pour la course d'automne qui n'existe plus. Il a 8 départs ici, Jimmy McMurray, une victoire donc on l'a dit en 2004. 2 top 5, 3 top 15. Sa meilleure qualif c'était 2e en 2003. Parce que finalement il a égalé eu égard à la... Oh, il y a un drapeau noir, excusez-moi Manu, pour Mike Wallace qui est trop lent et qui vient d'être averti car il y a une vitesse minimum à respecter en NASCAR. Et regardez, black flag, drapeau noir, il va devoir rentrer au stand. On va devoir regarder ce qui se passe car on ne peut pas le laisser continuer comme ça avec un tel déficit de vitesse. Et confirmation une nouvelle fois d'un course extrêmement difficile pour Mike Wallace. Oui, encore une fois. Oui, donc je vous disais, Jimmy McMurray, il a finalement égalé sa meilleure qualif puisqu'il partait 2e aux côtés de Denis Hamlin tout à l'heure. Et évidemment, c'est un de ses circuits préférés ici à Darlington, comme beaucoup d'autres pilotes du plateau. Parce qu'il y a des courses toujours extrêmement intéressantes sur cette piste. On l'a dit parce qu'elle a une forme particulière, mais aussi et surtout parce que le revêtement n'est pas très abrasif et ça glisse beaucoup. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de la course, en fait, le comportement des voitures devient presque de plus en plus rigolo à conduire parce qu'il faut réussir à la tenir. Mais bon, en même temps, quand on ne réussit pas, c'est tête à queue et la course est ratée, évidemment. Encore 97 tours. Cela veut dire que et pour ça va très vite. Ça avance très vite cette course. Pas beaucoup de drapeaux jaunes. Newman, tiens, qui laisse passer Stewart. Ah non, mais Newman, attendez, là, il est au ralenti, il y a un problème. Eh bien oui, on était justement avec lui. De nouveau, un coup de théâtre et un rebondissement et qui affecte une superstar. Ryan Newman, direction les stands. Et bien alors là, c'est fichu. Tous ses espoirs s'envolent. Ryan Newman qui cette année avait 3 départs. 2e à Fontana, 39e à Atlanta, 5e à Richmond. L'année dernière, il gagnait. Cette année, c'est pas tout à fait la même histoire. Le classement McLaren en tête devant Kenseth Stewart, Hamlin et Martin. Bon, déjà un favori au tapis. Ryan Newman, quand bien même il a pu repartir, mais c'est clair que là, il n'est plus dans le même tour. C'est Jamie McMurray qui tient quand même bien la baraque, là, sans trop de problème. 2 secondes et demie d'avance. C'est énorme. Alors que Biffle derrière fait, non pas son effort, car il l'avait déjà fait peut-être en remontant, mais quand même, là, on le voit de plus en plus, Greg Biffle, avec cette magnifique voiture couleur vert pomme. C'est un peu ironique. Oui, sur le magnifique. Oui. En tout cas, il est 6e maintenant après avoir dépassé Clint Bowyer, Greg Biffle. Biffle qui a annoncé cette semaine qu'il avait rajouté 4 courses NASCAR Busch à son calendrier initial de 2006. Il disputera donc également Nashville, Kentucky, Martinsville et Watkins Glen. Il a noté également au niveau des annonces LFB que votre ami Paul Tracy a annoncé cette semaine la prolongation de son contrat de 5 ans avec le Forsyth Racing
en champ car, mais il a assuré tout le monde que ça ne voulait pas dire qu'il laissait tomber sa reconversion entre guillemets NASCAR. Au contraire, normalement, la saison prochaine, pardon, il devrait disputer au moins 10 courses de NASCAR Busch. Oui, mais ce qui se dit dans le paddock du Champ Car, c'est que quand bien même, et sans l'avouer véritablement, Paul Tracy a été un petit peu refroidi par ses expériences en NASCAR. C'est beaucoup plus difficile qu'il ne pensait. Voilà, et c'est vrai que ces 3 derniers départs, un 37e à Mexico, 36e à Las Vegas, 35e à Talladega, ça n'a pas répondu à ses attentes et finalement, il va toujours se concentrer sur le Champ Car en faisant quelques participations exceptionnelles en NASCAR et c'est peut-être le cadre idéal après tout, sans se mettre trop la pression comme ça et on aura toujours plaisir évidemment à l'accueillir. Et puis de toute façon, il a annoncé également Paul Tracy qu'il soutenait bien évidemment la candidature d'un circuit canadien, puisque vous le savez qu'il est canadien, et vous le savez également, on parle de plus en plus d'avoir peut-être dès 2007 une deuxième course hors États-Unis, après en plus de la course qui devient quasi traditionnelle, on va dire, de Mexico, et bien en plus il y aurait une course au Canada à laquelle Paul Tracy bien évidemment participerait comme super guest star, va-t-on dire, et a priori en ballottage favorable ce serait le circuit de Montréal, mais il y a un Calgary également qui est dans le coup et qui a la possibilité d'enlever finalement cette deuxième course hors USA pour la NASCAR. On a aperçu Ryan Newman qui est reparti. Il est à un tour en tout cas, mais il est 38e. Et drapeau jaune. Et bien, s'il était le Lucky Dog, alors qu'il y a eu plusieurs voitures impliquées, après tout, c'est peut-être pas terminé complètement pour Ryan Newman. Mais il lui faut revenir dans le même tour très très vite. John Wood qui avait fait un bon début de course. John Wood est touché. C'est dommage, il était très très bien placé, John Wood, aux alentours de la 10e place, voilà 9e, très exactement, juste devant Harry Sorensen. Est-ce que Carl Edwards serait impliqué également? On voit pas trop de bobos sur la voiture, mais il a dû se trouver dans les parages. C'est clair. Il est 12e pour l'instant, juste devant Kevin Harvick qui est remonté en 13e position, alors que Kasey Kahne lui pointe en 16e position au moment de ce drapeau jaune. Et également touché Curtis Davis. Je ne sais pas si c'est Curtis Davis d'ailleurs qui a pris le départ avec la 34. C'est lui qui était inscrit sur son... Oui, c'est bien lui, Curtis Davis. Ouais. Parfois, il existe des pilotes qui... Ah, attendez, est-ce que Carl Edwards n'a pas un pneu? Tout à fait. Eh bien, deuxième rebondissement, va-t-on dire, même si nous sommes sous régime de drapeau jaune. On va peut-être un tout petit peu anticiper l'arrêt du côté de Carl Edwards pour résoudre ce problème de pneus crevés et pourquoi pas se décaler au niveau des stratégies. Il y a 2 incidents séparés, j'ai l'impression. Il y a John Wood qui part à la faute. Tout seul, j'ai l'impression. Et Carl Edwards après avec son pneu qui le lâche. Attendez, il pousse quelqu'un. Il y a 2 niveaux et ce dernier niveau, on ne l'avait pas vu à ce point-là. A priori, oui, c'est Curtis Davis. En fait, avec sa crevaison, Carl Edwards envoie dans le mur Curtis Davis parallèlement à la sortie de John Wood, dont on répare la voiture. Vous le voyez à la façon NASCAR, c'est-à-dire à grands coups de masse. C'est toujours assez amusant. Je fais toujours le comparatif, je ne sais pas ce que vous en pensez, entre la Formule 1 où c'est quasi clinique, les mécaniciens qui interviennent presque avec des gants blancs, etc. Et puis alors là, en NASCAR, peu importe, l'essentiel c'est le résultat, il faut renvoyer la voiture en piste. S'il faut mettre des grands coups de masse dans la voiture, on le fait. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est pas ce genre d'image qu'on va voir en F1. Deuxième bataille dans les stands en tout cas. McMurray en haut, Kenseth au milieu. Et Tony Stewart en bas. Soit évidemment les 3 premiers du classement dans l'ordre 64, 17, 33. C'est déjà reparti pour Kenseth. Il est passé là, vous le voyez. Non, Stewart ne gagnera pas de place. Attention à la bagarre. Et Denis Hamlin. Hamlin qui ferait le très bon coup puisqu'il repartirait virtuellement leader devant Matt Kenseth, Tony Stewart et Jamie McMurray. Très bel arrêt, il me semble, également de Clint Bowyer qui doit être reparti au niveau de la tête de course. Alors McMurray il est là, mais où exactement? Alors on va voir l'arrêt au stand. Se serait-il passé quelque chose? Il y a un mécanicien qui a des tennis blanches et non pas les chaussures noires. Là déjà, attention, pénalité peut-être. Mais à part ça, j'ai pas bien vu ce qu'on voulait nous montrer. Bon, en tout cas, ça se passe pas mal cet arrêt pour Jamie McMurray qu'on a pu détailler un petit peu plus. Attention au restart avec voilà l'explication. Fallait attendre, fallait être patient. Petit contact avec Jay Sauter qui rentrait au stand.
Donc c'est bien ça. Hamlin a bien récupéré la première place, on s'en doutait, de manière plus que certaine. virtuellement d'ailleurs, parce qu'en fait, oui. tout le monde s'est arrêté. Kenseth est deuxième, Stewart, Bowyer. Et oui, donc Denny Hamlin qui se rappelle et qui va enfin pouvoir mener un tour et avoir ses 5 points de bonus. C'était bien la peine d'avoir fait la pole pour attendre aussi longtemps le 68e tour pour enfin mener. Il fallait être patient. On a peut-être retouché un petit peu également hein, les points d'attache pour des suspensions arrière de la voiture de Denny Hamlin pour éventuellement modifier un tout petit peu son équilibre et son comportement. Et elle paraît beaucoup plus saine, bien meilleure, bien mieux équilibrée, la voiture de Denny Hamlin. Il paraît être sur des rails alors que tout à l'heure, c'est vrai qu'on le voyait un petit peu en perdition, même si vous le voyez pour l'instant, il est quand même moins rapide que Matt Kenseth qui va aller récupérer la tête de course. Ah, ça n'aura pas duré longtemps, il aura bien marqué ses 5 points de bonus, mais alors vraiment ric-rac. Et donc assez vite, Matt Kenseth récupère la première place. Matt Kenseth, le tenant du titre, c'est lui qui s'était imposé l'année dernière. Et Matt Kenseth, depuis qu'il est là cette année, ça fait mal. Hein. Ouais, très bonne saison pour Matt Kenseth. Hein. Alors bien sûr, il ne fait pas l'intégralité du championnat, mais à chaque fois qu'il vient, que pour l'instant, hein. Oui, et même que des top 7. Allez, je vous dire. 7e, moins bon résultat à Phoenix. Ensuite, c'est 6e à Fontana, 4e à Atlanta, 3e à Richmond la semaine dernière et à Bristol, 2e à Las Vegas. Bref, que des super résultats. Alors, toujours Kevin Harvick et Kasey Kahne qui se suivent. Kevin Harvick qui a dû rentrer dans le top 10, je crois. On va surveiller ça. Kenseth toujours en tête devant Hamlin. Tony Stewart 3e devant Jamie McMurray, suivent Clint Bowyer, Craig Biffle que vous apercevez en haut de votre écran avec sa superbe voiture verte. 7e place pour Kyle Busch devant Mark Martin, Reed Sorenson, Scott Wimmer. Bien non, il n'est pas dans le top 10 pour l'instant. Ménard 11e, Harvick 13e, voilà, devant Kasey Kahne, aux portes du top 10 donc, mais pas encore dans le top 10 qui est un petit peu plus inquiétant. Voilà, 18e pour Carl Edwards. Ouais, qui n'a pas perdu trop de temps non, finalement. non, après son malheur. Justement, c'est ce qui m'inquiétait un peu, c'est de le voir... de ne pas le voir apparaître et finalement il n'est quand même que 18e. Avertissement sans frais va-t-on dire pour Carl Edwards qui a bénéficié du fait qu'on soit déjà sous drapeau jaune. Et moi je voudrais voir jusqu'à quel point Newman ne serait pas le lucky dog. Non, c'est Ashton Lewis. Ensuite il y a même Brian Vickers. Tiens, on n'en a pas parlé, mais Brian Vickers c'est bien au départ. Newman, il y a encore 2 hommes devant lui avant qu'il ne devienne celui qui pourrait revenir dans le même tour s'il y avait un drapeau jaune. Le lucky dog. Non. Début de course extrêmement difficile, c'est vrai, on ne l'a pas vu pour Brian Vickers. Il partait 24e sur la grille. Et c'est un peu étonnant de le voir déjà pointer à un tour du leader. Ah oui, pour un ancien champion de la discipline, là c'est une course assez anonyme. C'est là que c'est impressionnant, hein, incontestablement. Ça va très très vite. Et là on arrive dans les virages plus serrés, le virage 3 et 4. Voici le classement après 72 tours qui n'a pas spécialement évolué depuis quelques temps. Quasiment la mi-course et pour l'instant une course relativement peu perturbée, allais-je dire. Mais voilà, à l'image, interruption et drapeau jaune. Oui, pour des débris sur la piste. Une petite neutralisation mineure qui ne va pas durer longtemps certainement. La course est néanmoins neutralisée. Nous sommes en Caroline du Sud, une course en nocturne qui a eu lieu en fait dans la nuit de vendredi à samedi. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'une course de NASCAR Busch est disputée en nocturne ici. La Nextel évidemment a ses habitudes de nuit sur le circuit de Darlington. Mais pour la Busch, c'est la première course disputée de nuit. Gros plan sur Tony Stewart. Et avant, nous avons entreaperçu Mark Martin. Tony Stewart également. 12 tours, Tony Stewart. Qui est de retour ici après une longue période sans course en Busch, en tout cas à Darlington. Puisqu'en fait, il n'a que 2 départs ici en 96 et 98. Et Tony Stewart en Busch, eh bien, souvenez-vous, on l'avait quitté à Talladega sur le toit. Non, c'est pas vrai. On l'avait quitté avec un grand sourire dans les stands. C'est vrai. Mais après une cabriole assez spectaculaire qui avait été l'image du week-end incontestablement parce que sans doute une des images à garder de la saison de toute façon. Le lendemain en Nextel, il n'y a pas eu le Big One non plus, rien d'inoubliable en tout cas à ce niveau-là en Nextel. Est-ce que ça veut dire que les pilotes deviennent sages et écoutent les consignes de non-bump sur les super speedway? Oui, Jimmy Johnson l'avait emporté, mais
Ça avait été une course plutôt sage. Alors que l'on se prépare pour le restart. Kevin Harvick, toujours très solide. Alors, nos amis américains viennent de nous signaler que lors de ce restart, ils vont lancer la petite séquence Crank It Up. Donc, vous connaissez le principe du jeu. Il va y avoir une réalisation qui sort de l'ordinaire. Très spectaculaire. Vous mettez le son à fond. Oui, vous augmentez d'un ou deux crans. Et puis, nous, on va se taire et on va profiter de cette ambiance NASCAR en version originale, en bruit original. Et croyez-moi, sur un circuit comme Darlington, c'est vrai que c'est plutôt spectaculaire. C'est parti. Ah oui, on voudrait que ça continue encore plus. Pour le plaisir, vraiment des yeux et des oreilles, la NASCAR à Darlington, comme si vous y étiez, avec un tout petit peu d'imagination. On peut même se voir, pourquoi pas, dans la voiture de Matt Kenseth, toujours leader de cette course, devant Jamie McLaren et Tony Stewart. A noter la belle 8e place pour l'instant de Mark Martin, qui ne fait pas de bruit, mais qui est comme toujours en train de se placer un petit peu avant le rush final. Alors que Reed Sorenson, qu'on n'a pas beaucoup vu, se fait doubler là par le numéro 66 de Scott Wimmer. Saison quand même un peu difficile pour Reed Sorenson. Il a 2 départs ici, le pilote de la voiture numéro 41. Deuxième place à Phoenix, c'est son meilleur résultat, mais sinon un seul top 10. 9e à Daytona, la première course. Sinon ça coince un peu. 36e la semaine dernière à Richmond. Et en tout cas, déception, on va dire, du côté de Reed Sorenson, eu égard au niveau de performance affiché l'an passé. C'est vrai que cette année où il aurait dû confirmer, va-t-on dire, le bon niveau entreaperçu l'an dernier, eh bien, il a du mal. Il a beaucoup de mal, et finalement le fait de disputer lui aussi les 2 championnats Nextel et Busch en même temps, eh bien, c'est peut-être une surcharge de course qui est un tout petit peu difficile à gérer, tant pour son équipe que pour lui. Scott Wimmer, on l'a aperçu, on se souvient, on le voyait régulièrement entre l'année 2000 et 2003 en NASCAR Busch. Il fait son retour, à vrai dire, ici dans la discipline, parce qu'entre 2004 finalement et 2005, il n'a pas disputé de course. 34 départs en 2003 et puis donc une grande absence et 5 victoires. C'est vrai que à l'époque où Manu, vous n'étiez pas des nôtres, eh bien, Scott Wimmer faisait vraiment partie des têtes d'affiche de la NASCAR Busch. Et ça nous fait plaisir de le retrouver. Car franchement, il avait vraiment un rôle à jouer. Je regarde, oui, il a terminé 3e en 2002. C'est pour ça. Le souvenir est encore vivace de Scott Wimmer qui jouait vraiment dans la cour des grands. Dommage pour lui de ne pas avoir trouvé de volant régulier. Oh, attention, 3 de front là, non, ça ne passera pas. Oui, il fallait qu'il y en ait un qui au dernier moment relâche. Alors que Denny Hamlin va à l'abordage de Tony Stewart, lequel se fait également dépasser par Clint Bowyer. Tony Stewart qui vient de perdre 2 places coup sur coup. Il faut suivre de toute façon Clint Bowyer. Lui aussi, c'est son 2e départ ici. 15e en novembre 2004, 10e l'an passé. Mais surtout,
Il détient le record du nombre de courses terminées consécutivement dans le tour du vainqueur, à savoir 15 courses, en effet, depuis Memphis l'an passé, c'est-à-dire l'antépénultième course de la saison. Eh bien, Clint Bowyer a toujours terminé la course dans le tour du vainqueur, c'est-à-dire virtuellement dans les 20 premiers. Tony Stewart qui se fait également dépasser par Mark Martin, qui va peut-être se faire menacer par Biffle et Kyle Busch qui sont juste derrière lui. Oui. Stewart qui glisse un petit peu dans le classement à 60 tours de l'arrivée. Et si ça continue comme ça, qu'il n'y a pas de neutralisation, dans moins d'une demi-heure c'est terminé. Hein, je peux vous dire, là c'est une course très très rapide. Et là la bataille Hamlin-Bowyer, c'est amusant parce qu'en Nextel c'est également une bataille qui a lieu pour le titre de meilleur rookie. Ce sont eux les deux mieux placés. Alors que devant, Matt Kenseth et McMurray ont quand même largement fait le trou. Et c'est vrai que depuis le début de la course, ce sont eux qui nous semblent, et de loin, les plus rapides. On va marquer une nouvelle petite pause, mais quelque chose nous dit que c'est loin d'être fait encore à Darlington. A tout de suite. Retour sur le Darlington Raceway et toujours avec Matt Kenseth en tête de cette 12e course de la saison 2006 de NASCAR Busch à vivre en direct, en exclusivité, en intégralité sur Motors TV, vous le savez. Et pour l'instant, Matt Kenseth qui fait l'essentiel, vraisemblablement, on le disait juste avant la pause, avec Jimmy McMurray, il semble disposer de la voiture pour aller chercher la gagne ce soir. Et si ce n'est pas celle de Matt Kenseth, ce sera peut-être celle de Mark Martin. En tout cas, chez Jack Roush, on a encore bien préparé cette course. Et lui, Jack Roush, qui est de loin le propriétaire le plus heureux ici d'Arlington, avec 14 succès, dont Mark Martin 8. Record évidemment oui. Pour Mark Martin. Il y a Jeff Burton aussi dans la hiérarchie. Ouais, c'est Jeff Burton, il a 4 victoires, c'est-à-dire la moitié quand même de celle de, voilà. de Donc Mark 3 Martin. Consécutivement en 2001, 2002 et enfin la dernière course de 2001 et les deux de 2002. Jeff Burton les avait remportés. Mark Martin lui aussi en avait remporté 3 consécutivement entre 93 et 94. Puis 3 autres consécutivement entre 99 et 2000. Et ensuite, il y a eu Jeff Green qui en a juste remporté une en 2000. Et ensuite, il y a eu Jeff Burton 3 fois de suite. Donc, vous voyez, en 7 éditions, il y a Martin et Burton qui en ont gagné 6 à eux deux. Ça devait devenir un petit peu routinier ou quasiment. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir une telle régularité de la victoire en NASCAR. Et c'est d'ailleurs ce qui a surpris également de voir Kevin Harvick remporter 3 victoires en 4 courses. C'est vrai que c'est suffisamment rare pour être noté. Kevin Harvick qui du reste est toujours le seul à avoir signé 2 victoires cette saison. Ouais. Plus une victoire aussi en Nextel au Exactement, milieu. ouais. C'est clair qu'il est en pleine réussite. Alors Edwards qui double Casey Kane. Voilà, une autre voiture de Jack Roush, celle de Carl Edwards. Casey Kane, bien sûr, c'est l'équipe de Ray Evernham, l'ancien chef mécanicien de Jeff Gordon dans les années 90. Et voilà, on se bagarre là entre Edwards et Kane pour la 12e place. On est un petit peu loin. Belle 7e place de Kyle Busch. Kevin Harvick, lui, est déjà rentré dans le top 10. Il est 8e devant Tony Stewart et Scott Wimmer. Et bien voilà, il n'y a qu'à demander, on le retrouve. 43e au départ, 8e au 97e tour. C'est impressionnant quand même. Enfin, moi, je suis impressionné par la régularité cette saison affichée par Kevin Harvick. C'est quand même... Alors, il perdrait quand même 13 points au championnat. Il n'en aurait plus que 300 d'avance. Pas de quoi pleurer. Oui. Ah non, mais c'est sûr que très bientôt, si ça continue comme ça, on va vraiment devoir s'intéresser aux batailles d'honneur pour le classement en NASCAR Busch à partir de la 2e place, mais pas pour le titre. Ah, cela dit, derrière, il y a un superbe duel, même une bagarre à 3 ou à 4 qui peut se profiler. Mais c'est vrai qu'on a quasiment hâte de voir Kevin Harvick connaître un abandon, ou pratiquement. Bowyer, Hamlin et Edwards, voilà, quels sont ceux qui pourraient se battre pour avec peut-être également encore une fois Paul Menard en regardez, tiens, à propos de Paul Menard, on est dans son stand et c'est une première apparemment en NASCAR. On a installé un petit lavabo pour se laver les mains. Voilà, sur roulette certainement. Ah oui, voilà, quoi. C'est le confort dans la voie des stands du côté de l'équipe de Paul Menard.
Oui, donc pour revenir sur Paul Menard qui donc est rentré dans le top 5 à Richmond, enfin dont son résultat à Richmond lui a permis d'intégrer le top 5 au championnat. Il a 440 points de retard sur Kevin Harvick, c'est vrai, mais il n'en a pas tant que ça sur Clint Bowyer, puisque Clint Bowyer, lui, il a 313 points de retard. Donc finalement, c'est également jouable, pourquoi pas une bagarre à 4 pour la deuxième place. Gigi Yeli, on l'a pas beaucoup vu. Il est là avec son numéro 18. Il double Paul Menard, donc ça veut dire qu'il est pas mal placé. Gigi Yeli qui avait effectivement fait un début de saison flamboyant avec 5 top 8 consécutifs. Mais depuis quelques courses, ça coince un peu. 34e à Talladega, 31e à Richmond. Il a perdu des points précieux là, Gigi Yeli. Et au championnat, donc, il n'est plus que 8e. Il a perdu carrément 3 places la semaine dernière. Mais bon, il va falloir compter avec lui jusqu'au bout. Capable de coups d'éclat, assurément, Gigi Yeli. Alors que Newman est 32e à un tour toujours, mais il n'est toujours pas le Lucky Dog virtuel du potentiel. Une course difficile pour Ryan Newman et vraisemblablement ça devrait malheureusement continuer pendant encore au moins 46 tours pour lui. La situation qui s'est un petit peu normalisée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, il y a... Oh, attention, les dépassements, c'est pas facile pour Bowyer là. Le classement n'évolue pas spécialement là depuis quelques tours. C'est une phase un peu intermédiaire dans cette course. Il y aura normalement encore un arrêt au stand et là on peut penser que ce sera vraiment l'emballage final. Ouais. Et pour l'instant c'est vrai qu'on s'observe un petit peu à 41 tours de l'arrivée. Tous ces pilotes qui j'allais dire jouent un petit peu la montre. Ne se montrent pas trop, essayent de rester relativement discrets tout en ayant un bon rythme. Et puis on avance, on abat des tours, on attend ce fameux dernier ravitaillement sans doute et l'emballage final pour aller chercher les gros points en tête du peloton. Alors évidemment ça va être difficile pour des pilotes comme Ryan Newman qui ont déjà eu des soucis dans la course, mais finalement tous ceux qui ont réussi à passer un petit peu au travers, les Clint Bowyer, les Carl Edwards, les Jimmy McMurray, Matt Kenseth évidemment, Paul Menard aussi, et finalement le top 15 se prépare sans doute à un dernier gros rush dans les 10-15 derniers tours de course. Gros plan donc sur le numéro 17 pour l'instant, le numéro vainqueur, celui de Kevin Harvick qui a pas mal d'avance sur McMurray, lequel malgré tout est maintenant menacé de nouveau par Denny Hamlin. La situation a un petit peu évolué. Denny Hamlin qui passe. Changement pour la deuxième place, alors que là le réalisateur s'est loupé. Il a appuyé sur le mauvais bouton, je peux vous dire, au lieu de mettre la caméra pour la sortie du virage. Non, c'était la mire. Dommage, mais bon, c'est pas grave. On ne l'a pas laissé trop longtemps. Heureusement, on a pu vivre la fin de ce dépassement de Denny Hamlin sur Jamie McMurray. Ça arrive à tout le monde. Et attention à Mark Martin également, qui est en 4e position, qui encore une fois ne fait pas de bruit, mais je vous rappelle que c'est le recordman des victoires en NASCAR Busch, évidemment, avec 47 victoires, et également sur ce circuit de Darlington, avec donc 8 succès déjà. McMurray, sa dernière victoire en Busch, c'était ici en 2004. Peut-être un bon signe. Et pour l'instant, donc, il a vraiment du mal à aller chercher Kenseth et il vient de se faire dépasser par Hamlin. Voici Mark Martin, qui quand même a un petit peu de mal quand même à venir vraiment se mettre mais la au tout premier rang. La course est encore un petit peu longue, il reste 37 tours et je pense qu'il va falloir le surveiller, Mark Martin, parce que si jamais il a la possibilité d'aller tenter un petit coup stratégique, on sait qu'il a l'expérience en tout cas pour aller le faire et chercher évidemment à la régulière et avec brio pourquoi pas, 48e et 9e victoire sur ce circuit. On vous montre en gros plan la voie d'entrée de la voie des stands. Très étroite et assez serrée, avec un virage pas évident à négocier. Donc il faut bien calculer son coup et ne pas arriver trop vite. C'est sûr que ce genre d'ovale à l'ancienne, construit il y a pratiquement 50 ans, on ne referait peut-être plus ça de nos jours. Et est-ce que c'est pas Denny Hamlin là, qui revient sur Matt Kenseth? C'est ce que je suis en train de surveiller. Denny Hamlin est en train de faire le forcing. Il est de plus en plus rapide dans cette fin de course. Il a meilleur tour sur meilleur tour. Enfin, meilleur temps au tour sur meilleur temps au tour. Et il va peut-être aller chercher, pourquoi pas, le leader de cette course, Matt Kenseth. Oui, il n'y a plus que quelques dixièmes d'écart entre les deux hommes, alors que tout à l'heure, c'était plus d'une seconde.
Il y a un petit peu de trafic devant, ça peut jouer. Ah oui, Denny Hamlin qui se réveille là, complètement. Et ça va peut-être pas aller faire les affaires d'ailleurs de Matt Kenseth, le trafic devant, parce que Hamlin paraît quand même... non, ça va, il a réussi à se décaler assez tôt, Matt Kenseth, pour éviter d'être bouchonné et piégé par le numéro 56 de Kevin Lepage. Je pense qu'il a la possibilité d'aller le chercher, Denny Hamlin, quand même. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire oui. Enfin, il en fait quand même un peu beaucoup. Il attaque en tout cas le poleman, qui finalement pour l'instant n'aura mené qu'un tour. Oui, enfin peut-être un tout petit peu plus, mais très peu de tours. Oui, c'est ça, juste, à l'occasion juste d'un restart. Ah, drapeau jaune. Bah, il va peut-être pas mal tomber du tout, ce drapeau jaune, pour le dernier arrêt au stand. C'est vrai que là, je pense que ça arrange bien les affaires de tout le monde. On va les chausser des gommes fraîches. Alors là, ça va être important, la bataille dans les stands, parce que là, on a vu que les positions, quand même, quand elles sont bien établies, c'est pas évident d'aller... C'est difficile derrière d'aller gagner des places. Et donc là, on se tient prêt du côté des équipes et on fait bien. Je pense que tout le monde le sait, sans doute. On est prêt à livrer une bataille qui peut s'avérer décisive. Ça fait toujours penser, quand on voit ces images du muret juste avant les arrêts au stand, à l'expression prête à bondir, parce que c'est vraiment ça, hein, les mécanos qui sautent du muret pour intervenir sur la voiture. Alors évidemment, on ne va pas faire les mêmes erreurs, en tout cas qu'on a fait à Richmond, en tout cas ou qu'on fait régulièrement pour quelques pilotes. À savoir rentrer au stand, c'est Jeff Burton qui s'est fait piéger à Richmond, il me semble, rentrer au stand alors que la voie des stands n'est pas ouverte. Ah là là, oui, ça arrive une fois par an, on va dire, pour un ténor qui se fait piéger comme ça. Et donc, eh bien là, vraisemblablement, tout le monde a été prévenu et prudent. On reste tranquillement derrière le safety car et on va attendre que les stands soient officiellement ouverts pour pouvoir aller faire son ravitaillement. Si tant est que certains ne tentent pas un coup, hein, parce que peut-être que certains ne vont pas rentrer, espérant pourquoi pas une neutralisation dans quelques tours qui leur permettrait de se décaler. Allez, réponse avec Kenseth quand même qui s'engouffre et derrière on le suit. Non, pas de coup d'intox. Allez, on prend pas de risque. Martin, Biffle, le drapeau vert bien agité, hein, ça veut dire que la voie des stands est ouverte. Allez, c'est parti. Et là, ça va être une bataille très importante, on le répète. Marc Martin est arrêté. Allez, on fait signe. Vite. Malheureusement, on n'a pas le chrono. Non, mais alors on va pouvoir suivre en haut Kenseth, au milieu Hamlin, en bas McMurray. C'est vrai que c'est les trois hommes un peu qui se détachent du lot. Ah ben le chrono de McMurray en bas ne s'est pas déclenché. Allez, en tout cas, c'est parti pour Denny Hamlin. On repart du côté de Matt Kenseth et de Jimmy McMurray. Vraisemblablement Kenseth devant McMurray, à en croire la fumée de ses pneus sur la caméra de Kenseth. Allez, top pour Hamlin. Et Hamlin va repartir devant, ouais. Et oui, regardez, c'est bon. Hamlin, tiens, qui s'invite de plus en plus à la fête. Et confirmation que Kenseth a dépassé également Jimmy McMurray. Il est deuxième maintenant, Matt Kenseth. Ah, là, c'est peut-être très important ce qui vient de se passer. Denny Hamlin et certainement son équipe manifestera-t-elle sa joie. Oui, vient de s'emparer de la première place dans ce dernier arrêt au stand pour tout le monde. Et bien donc, la bonne opération pour Denny Hamlin, Manu. Eh oui, reparti alors qu'on revoit ce qui s'est passé dans cette course de Darlington avec notamment l'explosion du moteur d'Aaron Fyke. Et puis les malheurs de Denny Hamlin dans un premier temps. John Andretti, John Andretti, ouais. Alors on en profite, John Andretti c'est son premier départ en bouche évidemment ici, mais il a 19 départs Nextel. Cela dit, la piste de Darlington lui plaît moyennement parce que s'il a 4 top 10, sa place moyenne à l'arrivée est de 22,3. J'ai l'impression qu'on répète alors qu'on voit à chaque fois que finalement il brille pas tellement en Nextel. Il a un nombre de départs astronomique sur chaque circuit en Nextel, mais à chaque fois qu'on dit mais son meilleur résultat, on voit que c'est au-delà de la 20e place, c'est pas génial. Hein. Allez, Matt Kenseth donc qui vient de concéder sa première place au profit de Denny Hamlin. Voilà, le restart est donné. Et donc, Ryan Newman qui est toujours à un tour et qui s'immisce, vous le voyez, dans les premiers. Là, il se met juste derrière Hamlin. Il va peut-être sans doute le passer. Une aide pour Denny Hamlin d'ailleurs, d'avoir le pilote Penske ici. Ouais, évidemment,
là, il re-rentre, lui, en fait, Ryan Newman, dans le tour du leader. Mais l'avantage surtout, c'est que ça fait un lièvre de qualité et de choix, je peux vous le dire, pour Denny Hamlin. Parce que derrière, attention, il y a Matt Kenseth et Jimmy McMurray, vous le voyez, qui vont très rapidement aller chercher Denny Hamlin pour la première place. Et il ne reste déjà plus que 27 tours. Denny Hamlin qui a pris le pouvoir donc. A-t-il fait le plus dur? Peut-il espérer remporter sa deuxième victoire en Ascar-Busch après celle de Mexico? Et attention... Oh, attention derrière. Ah, Sorensen. Et c'est déjà le drapeau jaune qui est sorti. Oui, là, on n'a pas pris de risque. Ah, le restart n'aura pas duré longtemps. Et du coup, Ryan Newman devrait être, ça y est. Oui, ça va lui permettre de revenir dans le tour des leaders, en effet. C'est fait. Il aura mis le temps pour revenir, mais c'est bon. Alors que s'est-il passé pour Sorensen qui est juste devant nous? Ah, il s'est un petit peu appuyé sur Compton. Ouais, le 59. Stacy, pardon, Compton. Buffel qui a passé, on ne l'avait pas vu, mais qui a pris la 4e place à Marc Martin. Peut-être un petit souci au niveau de la visibilité sur la caméra de Kevin Harvick, mais enfin nous sommes bien avec Kevin Harvick. Et alors... Ah, là la lune qui cette fois-ci est pleine, là il n'y a pas de doute. Qui va décrocher la lune ce soir? Bravo. Denny Hamlin, ce serait une belle histoire, c'est sûr. Ah oui, puis ça confirmerait que définitivement sa main ouverte en deux ne le gêne pas. C'est assez amusant cette histoire. Quelle série, un deuxième en Nextel la semaine dernière. Imaginez victorieux ici au championnat. Je l'ai dit, il en aurait besoin au championnat parce que je vous rappelle qu'à Phoenix il a terminé 39e, 30e à Talladega. Alors certes il s'est un petit peu repris avec une 10e place à Richmond la semaine passée, mais pour l'instant il accuse un tout petit peu le coup Denny Hamlin. Une victoire ne serait pas plus mal. Lui qui en a déjà une cette saison, on s'en souvient, c'était à Mexico. Brian Vickers, alors il est 16e, parti 22e. C'est vrai que c'est une course un peu difficile pour l'ancien champion. Et le drapeau vert est abaissé, le restart. Et le public qui est souvent debout, vous le voyez, qui encourage au passage des voitures. Les pilotes, superbe ambiance. Ah, et Ryan Newman qui part à la faute. Oui. Ouh, il a touché Tony Stewart. Oui, il y a plusieurs pilotes impliqués. Regardez là, ce pilote qui traverse la piste. Il va dans le mur, c'est... on l'avait déjà vu, c'est Scott Wimmer. Ah, dommage, au moment où Newman enfin revenait à peu près au niveau. C'est pas sa course à Ryan Newman. C'est bien la peine là aussi. Scott Wimmer donc touché. Que s'est-il vraiment passé? Newman, il est là au milieu, juste derrière Harvick. Peut-être il y a Edwards. De Carl Edwards, exactement. Et alors, Edwards. ce qui m'inquiète plus, c'est que là, regardez, la voiture qui va arriver, c'est Tony Stewart. C'est Tony Stewart. Je pense qu'il y a contact également à l'avant-droite pour Stewart. Il va falloir surveiller. Et puis il y a Bowyer qui va légèrement toucher le mur. On est justement avec Bowyer. Voilà. Diamant noir, de plus en plus noir en tout cas. Et Bowyer va pouvoir continuer. Alors Tony Stewart, on va le voir là peut-être sur ce gros plan. Et si ça touche pas, c'est pas de beaucoup. Ça touche quand même parce qu'il y a un stigmate sur la voiture de Ryan Newman, mais ça ne devrait pas être un gros choc pour Tony Stewart. On va espérer. Est-ce que l'avant de la voiture là, paraît pas énormément sur. Ça aurait pu être pire. Et quelle frayeur pour Scott Wimmer qui est complètement à angle droit par rapport à tout le monde. Bon, eh bien, une fin de course un peu plus haché qu'en début. Et Tony Stewart, regardez, c'est même à l'arrière aussi qu'il est touché, Stewart. Finalement, beaucoup plus à l'arrière que devant. C'est bizarre d'ailleurs. Peut-être que plus loin, il y a eu une conséquence et un deuxième contact avec un autre pilote qu'on n'a pas vu. Ah là, il y a eu des Space Cowboys là. Il faut en retrouver une à chaque fois. Ah oui, non, c'est bien. Alors Hamlin, Kenseth, McMurray, ça n'a pas bougé. Biffle, solide. Martin également. Kyle Busch, c'est vrai, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on l'a vu souvent. Harvick, malin comme toujours. Edwards, qui s'en sort pas mal. Stewart, après tout, ça aurait pu être pire aussi. Et Gigi Ellie. Et Kasey Kahne qui remonte petit à petit, lui aussi, 12e. Ouais, et finalement, Kevin Harvick et Carl Edwards, ils ne se sont quasiment pas quittés de la course. Ils sont remontés ensemble dans le top 10.
Et imaginons évidemment qu'ils vont commencer à se disputer maintenant. Oh, le restart de Denny Hamlin, Manu, excusez-moi, mais là, incroyable ce restart. Oui, là, il faudra peut-être se réveiller derrière. On ne doit pas être sur la même vitesse. Alors, à propos de restart, je suis obligé de faire mention de la deuxième course du GP Masters au Qatar que j'ai commenté avec Jean-Luc la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Motors TV. La course est neutralisée. On suit donc le safety car. C'est alors que Biffle perd un peu quelques places. Martin récupère la 4e place. C'est Nigel Mansell qui est derrière le safety car. Et puis comme tout le monde le fait, à 4 ou 5 virages du retour, il laisse partir le safety car pour qu'évidemment il puisse démarrer. Et c'est ce qu'il fait à 3 virages au moins de la ligne droite. Il y va à fond. Derrière, Eddie Cheever qui le suit, ne réagit pas, laisse partir Mansell. Et puis effectivement là il doit se rendre compte que c'est un restart, donc Cheever y va, ce qui fait que quand Mansell passe la ligne d'arrivée, il a 200 mètres d'avance. Bonjour le restart raté de la part d'Eddie Cheever. Là, incroyable mais vrai pour un pilote américain qui a gagné Indianapolis, alors que là on est obligé de s'interrompre dans notre histoire. Tony Stewart parti à la faute malheureusement. C'était mal engagé là depuis quelques tours pour Stewart et ça continue de mal en pis, et là je crois que ça va être terminé. Oui, parce que là il y a quand même gros dégâts sur la voiture, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, vous le voyez. Déception également pour le KHI Kevin Harvick Incorporated, parce que cette voiture 33, c'est rare de ne pas la voir à l'arrivée. Alors il y a Joel Kaufman et Stewart qui on va s'appuyer s'accrochent gentiment. Puis là, à force de s'appuyer, mais il a peut-être eu un problème quand même, Tony Stewart, parce que c'est étonnant de le voir aller autant au contact avec Joel Kaufman. Oui, c'est-à-dire que Kaufman il était contre le muret, il ne pouvait pas trop aller ailleurs, mais c'est vrai que Stewart bouge un peu, mais est-ce qu'il a estimé que Kaufman l'avait déjà un petit peu touché? Alors attention, parce que là on s'explique. Rebelote. On s'explique là entre les deux hommes, oui. Et Stewart qui prend la voie des Joel stands. Kaufman. J'essaierai de mettre le plus de distance possible dans les paddocks entre moi et Tony Stewart. De toute façon, parce que c'est pas vraiment le même gabarit les deux hommes. Allez, 15 tours avant le drapeau à damier. Ici à Darlington, et pour l'instant c'est cet homme qui est bien parti pour faire la bonne opération, Denny Hamlin. Il tient bien devant. C'est vrai que Stewart en NASCAR Busch, c'est un petit peu ça passe ou ça casse. C'est un peu c'est vrai que ça casse assez régulièrement. Parce que finalement Tony Stewart, on en parle comme si c'était un régulier de la Busch qui vient régulièrement, qui est toujours extrêmement performant, etc., etc. Finalement dans sa carrière il n'a que 56 départs en NASCAR Busch. 4 pôles, 2 victoires, 13 top 5, 14 top 10. Finalement, c'est pas si exceptionnel que ça, loin s'en faut. Alors certes, en piste, c'est sans doute l'un des pilotes les plus spectaculaires et c'est toujours un bonheur de l'avoir parce qu'on sait que le spectacle va être garanti ou quasiment. Il nous l'a encore prouvé à Talladega. Mais seulement, voilà, à côté de ça, ça casse plus souvent que ça ne passe, malheureusement, avec Tony Stewart. En ce qui concerne, encore une fois, la Busch. Parce qu'en Nextel, c'est vrai qu'il a tendance à être quand même un petit peu plus sage. On a profité pour s'arrêter dans les stands. On repart juste avant que la meute ne revienne, donc histoire de ne pas perdre un tour. Et le lendemain, bien évidemment, de cette course Busch, se déroule la course Nextel avec Denny Hamlin, qui est évidemment une des vedettes maintenant. Il y a Darrell Waltrip qui fait toujours ses petites démonstrations en piste, et Dale Earnhardt Jr. donc qui est revenu au premier plan depuis sa victoire à Richmond. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas gagné. Non, oui, beaucoup. Toujours une sacrée ambiance dans la NASCAR, bien sûr. Après la course sprint dite Busch, la course d'endurance. Et ça sera Keziken qui partira en pôle avec Ryan Newman à ses côtés. Mais vous le savez, c'est donc Biffle qui va s'imposer, qui va aller signer sa première victoire de la saison. Il était temps pour Greg Biffle. Retour à Darlington pour l'emballage final de cette 12e course de la saison 2005 de NASCAR Busch. Denny Hamlin toujours aux commandes a priori. On revoit derrière un mini Big One. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir touché Kaufman, Stewart s'est un petit peu vengé en lui mettant un bon coup de volant, et du coup il y a une réaction en chaîne et il y a Kenny Wallace qui s'est dit oula, je vais être embarqué là-dedans, et qui a fait un grand écart. Oui, là Tony Stewart c'est encore un petit peu rock'n'roll. Oui, mais finalement, moi j'aime bien. Oui, non, c'est sûr, ça fait partie du spectacle et du personnage. Il manquerait incontestablement les courses où il n'est pas là, finalement, Tony Stewart en NASCAR Busch. C'est vrai qu'on se demande qui va avoir ce rôle un petit peu de chien fou dans le peloton. Et souvent, il manque.
Est-ce que vous pouvez viser une 9e victoire cette année? Vient-on de demander à Mike Beam, le chef d'équipe de Mark Martin. Il a répondu franchement non. Mark Martin est bien depuis le début de la course, mais il n'a pas les moyens de viser la victoire. Donc c'est un discours franc. 8 victoires, 16 top 10. On l'a vu, les statistiques sont assez incroyables pour Mark Martin à Darlington. Je suis fier de l'équipe, on a quand même fait un super boulot. Ils sont 4e hein. Pour l'instant, Mark Martin est cette voiture numéro 6. Oui, bien sûr, on aimerait bien avoir une 9e victoire, mais là quand même ça va être dur. On verra bien. Ouais, ça devrait se jouer quand même, je pense, entre Kenseth et Hamlin plus qu'autre chose. À surveiller McMurray également. Oui, voilà, et avec McMurray en outsider principal. Ça devrait d'ailleurs, sur ce restart, rapidement, les écarts devraient se creuser entre les 3 hommes de tête et le reste du peloton, emmené donc par Mark Martin, mais qui, on vient de l'apprendre, n'a pas les moyens de suivre les 3 premiers pour la victoire. Alors, est-ce que Denny Hamlin va encore nous gratifier d'un restart tonitruant? On va voir la réponse dans quelques instants, mais cette fois, Matt Kenseth apparemment va pas se laisser surprendre. Ça vaut peut-être mieux. C'est Biffle qui s'est fait surprendre sur le restart. Regardez, Martin a réussi à accrocher le rythme des 3 premiers. Et derrière, Biffle qui se retrouve sous la menace de Kyle Busch. Il vaut peut-être mieux avoir un restart tonitruant que Tony Stewart. Ah oui, mais vous... Non, bien, vous bien. me les offrez là. Oui, bravo. Celle-là, je dois te dire bravo. Alors Denny Hamlin, attention parce qu'à 13 tours du but, là il est plus menacé que jamais par Matt Kenseth. Et derrière, non c'est vrai, Mark Martin n'est pas si loin que ça du tout quand même. Hein. C'était peut-être un petit peu... Petit coup de bluff. Oui, voilà. Un faux ou un tox. C'est vrai qu'on joue aussi pas mal. Hein. Un faux ou un tox du côté de la NASCAR, puisqu'évidemment tout le monde suit sur la télé dans les équipes les interviews évidemment des écuries concurrentes. Donc il y a peut-être un petit coup d'intox de la part du chef d'équipe de Mark Martin. Oui, j'ai oublié le nom. Mike Beam. Voilà. Alors, évidemment, l'inconvénient, c'est que ça va très vite ici à Darlington. Donc, si Mark Martin veut vraiment quand même mettre tout le monde d'accord, il faut y aller là. Alors, Kyle Busch menacé par Kevin Harvick. Et il y a Carl Edwards qui est dans le coup également. Par contre, Johnny Sauter, lui, n'est pas dans le même tour hein, avec son double 0 si jamais on le revoit. Et oui, il lâche prise. Il lâche prise, Mark Martin. Et confirmation vraisemblablement que cette victoire et ces 10 derniers tours vont nous offrir un duel entre Denny Hamlin, Matt Kenseth, très éventuellement arbitré par Jimmy McMurray, parce que finalement, Jimmy McMurray, on a l'impression qu'il a un petit peu de mal à suivre le rythme des 2 hommes. Mais ça s'équilibre finalement. Hein. Regardez, chacun est bien à sa place, à peu près la même distance entre tous les 5 premiers. Il y a plusieurs longueurs entre le premier et le deuxième, plusieurs entre le deuxième et le troisième, etc. Et là, il n'y a pas vraiment de possibilité d'aller chercher celui qui vous précède. Alors, quelques attaques quand même hein, de la part de Clint Bowyer, notamment sur David Reutemann. Oh là là, attention, c'est touché, oui. Au niveau de l'avant droit et de l'avant gauche respectif. Et ça y est, Bowyer là, qui se rabat devant Reutemann. Et nous sommes là, et derrière, regardez. Ah oui, non, là, les engagements sont féroces. Ah, mais Hamlin qui s'échappe. Ah, c'est bien parti quand même hein, pour Denny Hamlin. Voilà. Sous les yeux de ses parents. Ah oui, parce que c'est la fête des mères. Alors, il y a toute une histoire aux États-Unis avec Reed Sorenson notamment et Denny Hamlin qui ont toute une histoire avec leur maman. Enfin, c'est très... Marie-Lou Hamlin, donc voilà son prénom. C'est la mère de Denny Hamlin. Et bien évidemment, les médias américains sont tout à fait friands de ce genre d'attention fils-mère. Et du coup, eh bien, on en fait un petit peu beaucoup sur cette histoire également. Denny Hamlin, né le 11 novembre 1980. Oh, attention! Derrière, Tim Sauter parti à la faute avec un autre pilote. J'ai pas vu qui est derrière. Également 2 pilotes. Eh bien, Madame Hamlin, voilà. C'est pas encore fait la victoire de votre fils. C'est encore les frères qui se sont expliqués. Tim et Jay Sauter. C'est pas la première fois, ils nous ont fait la même exactement à Richmond la semaine passée, vous vous en souvenez. Et Todd Cluever, malheureusement, qui a été impliqué également derrière avec Mike Wallace. Et puis il y a Steve Park également qui a été pris dans cet accrochage. Ah oui, là, les frères Sauter, ça devient incroyable cette histoire. 2 courses de suite où ils s'accrochent. Bonne ambiance familiale. Et Denny Hamlin, là, c'est une mauvaise nouvelle hein, pour lui, bien sûr, parce que
Il restait 3 minutes de course, même pas, et tout est à refaire. Les affaires de Denis Hamlin ne s'arrangent pas, il va falloir qu'ils reprennent le restart. Alors les deux frères en pleine explication, voilà. Jay, pousse-toi, je passe. Derrière, Steve Park, qui n'a rien vu du tout de ce qui se passe devant, percute tout le monde à plein régime. Et puis ça doit être derrière qu'il y a encore quelque chose avec la fumée, tout ça. Je pense que c'est phénomène de réaction avec la fumée. C'est un petit peu là, à mon avis, il y a un côté revanche de ce qui s'est passé à Richmond. Entre frères, quand même, c'est assez incroyable. Évidemment, il n'y a pas de raison qu'un jour on ne s'accroche pas. C'était déjà Jay Team à Richmond. Et derrière, par contre, on ne voit pas ce qui emmène Todd Cleaver et Mike Wallace. Oh là, quelle image impressionnante. Ça tape fort quand même. Alors c'est pas de chance pour Todd Cleaver parce que évidemment c'est son premier départ ici au rookie, mais c'est une piste qui est extrêmement importante, ce circuit de Darlington, dans sa carrière, car c'est ici qu'il a décroché son volant au sein du Roush Racing, tout simplement en battant 9 autres prétendants ici en 2004 lors, on a appelé ça le Gong Show, qui est en fait une prestation particulière qu'offre chaque année le Roush Racing pour trouver un pilote, donner la chance à des jeunes pilotes. Et donc Todd Cleaver avait réussi à dominer tout le monde, et c'est comme ça qu'il a décroché son volant. Donc il est rookie parce qu'il débute sur cette piste en NASCAR Busch, mais enfin il avait quand même pas mal d'expérience. C'est dommage de voir cette première course officielle Busch pour lui se terminer ainsi. C'est rare quand même de voir comme ça des frères, alors que voici Madame Kenseth. Voir des frères qui s'accrochent, même en F1, Ralph et Michael, c'est jamais trop arrivé quand même. Kyle et Kurt Busch non plus. L'explication Monaco l'an passé. Oui, mais bon. Par contre, je me souviens, il y a quelques années, en IRL, Buddy Lazir et Jacques Lazir, il y avait eu effectivement une explication très très musclée sur un ovale. Je ne sais plus si c'était pas à Pikes Peak, où là, franchement, on avait vraiment craint que les deux s'y mettent. Et je peux vous dire, on se passait, on se redépassait tour après tour et on se faisait pas de cadeau. On se rabattait sur le frère. À un moment donné, il y avait même malaise, quoi, parce que vous voyez, c'était trop, quoi. Normalement, on n'a pas à se bagarrer comme ça entre frères, et on se demandait comment ça allait se terminer cette histoire. Bon, là, c'est pas aussi grave, on va pas dramatiser, mais enfin bon, c'est vrai que ça fait 2 courses consécutives, et bon, j'aimerais bien voir comment ça se passe dans la famille après les courses. Parce que là, ça fait quand même un peu désordre. Autour de la collation d'après-course, je pense qu'on va encore un petit peu en discuter du côté, évidemment, des sauteurs. Allez, on attend le restart, parce que là, on va vraiment y être à la fin de course. Allez, ce restart à son tour de l'arrivée de Denis Hamlin qui va bientôt relancer la meute. Fin de course particulièrement hachée. Il faut espérer qu'on n'ait pas encore une nouvelle interruption qui nous fera avoir un green-white checkered. Alors a priori, il n'aura pas 10 points de bonus, il n'en aura que 5. Car Matt Kenseth a mené le plus grand nombre de tours, et même en ajoutant 5 à Denis Hamlin, il ne rejoindra pas le score de Kenseth. En tout cas, il est bien parti, Denis Hamlin, pour aller signer sa deuxième victoire. Ça serait du reste encore une fois nécessaire, on l'a dit, eu égard à ses dernières prestations, mais surtout ça ne serait pas immérité parce que globalement, que ce soit en Excel ou que ce soit en Busch cette année, il est incontestablement la révélation de cette saison 2006, comme Carl Edwards a pu être celle de la révélation 2005. Tout à fait. Alors les feux ne sont pas encore éteints pour le Pescar. On risque de repartir Kevin sur Harvick 3 ou 2 tours si ça se prolonge. Madame Hamlin toujours là. Ouais, je disais, je surveille Kevin Harvick derrière qui est en train de faire chauffer au maximum ses pneus. C'est quasiment le seul à faire vraiment chauffer les pneus. Et je me demande s'il ne va pas tenter un petit quelque chose sur Kyle Busch qui est juste devant lui sur ce restart. De toute façon, il n'aura pas le temps, Kevin Harvick, là c'est sûr, d'aller chercher la victoire. Il reste que 4 tours, je crois. On doit être dans le 4e tour avant l'arrivée. Donc il n'aura pas le temps d'aller chercher la victoire. Mais encore une fois, il termine a priori dans le top 10, peut-être même dans le top 5. Est-ce qu'on n'aurait pas pu gagner un tour là quand même dans cette neutralisation? On a quand même le sentiment là qu'on retarde ce restart, mais qu'on aurait pu avoir un tour de plus. Ouais, vraiment pour lancer 3 tours sprint. Et peut-être même pas 3 tours. Parce qu'à mon avis, là on va passer, il ne restera plus que 3 tours, ce qui veut dire que ce sera au prochain passage. Voilà, la notification est faite. Donc là, 3 tours, donc il n'en restera que 2. Parce que regardez, là on passe 3. Ça va passer, voilà. Donc au prochain passage, il restera que 2 tours. Et finalement, on se retrouve dans une configuration type green-white checker. Exactement. Quand bien même, celle-ci pourrait vraiment survenir quand même. Oui, dans les 2 tours qui suivent. À savoir qu'on va repartir pour 2 tours vraiment d'un sprint.
Et évidemment, le plus rapide en action au moment où le safety car va s'effacer, où Denny Hamlin va relancer la meute au passage de la ligne, et bien à ce moment-là, le plus rapide en action va gagner peut-être 1 ou 2 places, et puis derrière, ça sera terminé, puisque on aura effectué les 2 tours en question. On va suivre évidemment tout ça. Et regardez, Kevin Harvick qui fait chauffer au maximum les gommes. Alors peut-être est-ce que ça veut dire aussi qu'il a au contraire un petit souci au niveau des pneus et qu'il pourrait se retrouver, pourquoi pas, sous la menace de la voiture derrière lui. Ouais. Il y a un élément également qui frotte par terre sous la voiture de Marc Martin. Ouais, enfin Kevin Harvick, ça va encore être un top 10. Hein. Oui, de toute façon il a réussi sa course. Hein. Kevin Harvick, ça c'est certain. Allez, on a une caméra embarquée avec Carl Edwards. Et on est anxieux chez Jack Roush. Enfin, si Denny Hamlin gagne, c'est pas une victoire pour lui, hein, c'est une victoire pour Joe Gibbs. Allez, ce restart, drapeau vert, Denny Hamlin qui va lancer le rush final ici à Darlington. Attention immédiatement derrière McMurray qui commence à se décaler face à Kenseth pour essayer d'aller chercher la 2e place. Denny Hamlin devant qui prend immédiatement le large. Quelle facilité! Marc Martin suit ce groupe des 3 premiers et derrière à nouveau Greg Biffle qui a un petit peu de mal à suivre. Oui, allez, Denny Hamlin, faut tenir bon parce que là c'est une victoire. D'accord, à Mexico, c'était extraordinaire de gagner là-bas sur un circuit routier à l'étranger, mais on imagine hein, pour tout pilote NASCAR, c'est gagné aux États-Unis. C'est sa première vraie victoire NASCAR. Voilà, en Caroline du Sud, en plus, c'est vraiment un des berceaux de la NASCAR, bien sûr, avec la légende de ce circuit de Darlington. De surcroît. Non, c'est clair, pour lui, ça sera certainement une victoire un petit peu plus importante. Allez, là, ça se présente bien quand même, hein, avec plusieurs longueurs d'avance pour Denny Hamlin. Ouais, c'est quasiment fait pour Denny Hamlin. Encore une ligne droite à tenir et un virage très serré donc. Ce virage plus petit du circuit de Darlington. Allez, on peut célébrer la victoire d'un jeune pilote qui promet beaucoup. Victoire de Denny Hamlin, la 2e de sa carrière sous les yeux de sa maman. Rendez-vous compte, elle peut applaudir. Et il a devancé des pilotes comme Matt Kenseth, McMurray, Marc Martin, Greg Biffle. Kyle Busch, Kevin Harvick, encore une fois 7e devant Carl Edwards. Gigi Gelli qui finalement termine dans le top 10, revient aux affaires. Jason Lefevre, c'est la folie dans les stands évidemment, on est ravis. Et c'est vrai que c'est dans les stands que ça s'est joué. Et sans doute déjà largement dû à la performance de l'équipe de Denny Hamlin pour avoir fait une voiture extrêmement compétitive ce soir aussi, mais pour surtout n'avoir commis aucune erreur et avoir été impeccable dans les stands. Et en plus, de toute façon, c'est vrai ce que vous avez souligné à l'FB, la victoire à Mexico c'était bien beau, mais c'est pas une vraie victoire NASCAR. Là, c'est une victoire sur le circuit mythique de la NASCAR. Et c'est certain que l'émotion doit être complètement différente également pour l'équipe. Oui, alors elle vient de dire sa maman, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça pouvait pas être mieux. C'est vrai, c'est sûr. Elle peut être fière de son fiston. Et Hamlin donc qui réussit à devancer vraiment des superstars de la NASCAR et qui signe sa 2e victoire dans sa carrière. Bravo à lui. Et on va avoir droit aux petits donuts. Alors je continue mon classement pendant ce temps-là, donc on l'a dit, 9e place pour Gigi Gelli, Jason Lefevre termine finalement 10e devant Kasey Kahne, finalement 11e, c'est celui qui au final aura le moins remonté des 3, hein. Carl Edwards, Kevin Harvick et Kasey Kahne qui, vous vous en souvenez, partaient du fond de grille au début de cette course. Finalement 13e place pour Paul Menard, juste derrière Brian Vickers. Clint Bowyer termine 17e. C'est finalement lui qui fait la mauvaise opération. Très vraisemblablement, il va perdre sa 2e place du championnat au profit de Carl Edwards. On va faire les calculs évidemment. Bernie Lamar termine 21e. Reed Sorenson 23e. Scott Wimmer 26e. Tony Stewart 29e devant Ryan Newman. Classé en tout cas 29e devant Ryan Newman. Et finalement, même si c'est Denny Hamlin incontestablement qui fait la bonne opération ce soir, tout comme Carl Edwards en vue du championnat, les 2 hommes qui vont se rapprocher de Kevin Harvick, on peut quand même dire qu'encore une fois Kevin Harvick a impressionné par sa régularité ce soir. Ça s'est donc joué dans les stands en partie. Il fallait tenir bon malgré tout pour Denny Hamlin, ce qu'il a parfaitement fait. Bien voilà un circuit qu'il a réussi à apprivoiser finalement. Darlington, on va l'écouter tout de suite bien sûr, le héros du jour. Alors, Mexico, c'était une super victoire pour vous, mais là, j'imagine que c'est un parfum différent. Ouais, je ne pouvais pas rêver mieux que ce circuit pour gagner pour la première fois aux États-Unis. Merci à toute l'équipe qui a fait un super boulot. Et ça s'est joué aussi dans les stands. Après, on a pu voler en piste. On avait la meilleure voiture à la fin.
Tous ceux qui supportent cette équipe, eh bien, ont fait un super boulot. Ouais, je peux rien dire de plus, mais ouais, tout le monde y a participé. Ouais, c'est vraiment ce qui vient de dire mon équipe des Puits qui m'a donné la victoire. Vous parlez comme un Canadien. Oui, oui, d'accord. J'ai un petit côté Pete Puits. Voilà. Mais rassurez-vous, il y aura peut-être vraiment cette course à Montréal l'année prochaine. On l'espère tous, hein, cela étant, ça c'est vrai. Ça serait superbe. Allez, va pouvoir enfin le rejoindre. Marie-Lou. Et on va d'abord écouter Matt Kenseth. Alors, est-ce que vous pouviez aller gagner s'il y avait eu plus de tours? Ah, je sais pas, c'est difficile à dire. On a fait une belle course, bien sûr. Il manquait un petit quelque chose, je ne sais pas à quel niveau, mais il ne nous a pas manqué grand chose. Ouais, peut-être un peu court à la fin. Et c'est l'histoire de cette course. C'est vrai que 200 miles, c'est très court, hein, Darlington, comparé à d'autres formats. McMurray, est-ce que c'est une bonne journée pour vous? Oui, c'est la même voiture qu'on avait lorsque nous étions venus à Las Vegas. Ça s'était bien passé. Attendez, excusez-moi, là, je viens d'avaler une rasette de Coca-Cola et j'ai du mal à parler. C'est vrai, on le voyait un peu avoir des difficultés à parler, mais il le dit franchement, au moins, vaut mieux. Mais c'est cette nature aussi qu'on aime bien hein, dans la NASCAR. Allez, à la tienne, Jamie. Ce côté un peu brut de décoffrage, mais c'est sympa. C'est vraiment une très belle ambiance. Alors, confirmation que Kevin Harvick reste évidemment en tête du championnat une fois les calculs faits. Finalement, Clint Bowyer sauve sa deuxième place, mais il compte maintenant 347 points de retard sur Kevin Harvick. Il a donc encore gagné 30 et quelques points, 34 points pour être précis au championnat, en tête du championnat, Kevin Harvick. Et en fait, Denny Hamlin derrière profite de cette victoire pour aller récupérer la troisième place devant Carl Edwards, désormais quatrième. Alors je vous rassure, il y a 7 points entre les deux, 379 points de retard pour Denny Hamlin sur Kevin Harvick, 386 pour Carl Edwards. Derrière déception, Paul Menard perd une place, il sort du top 5 au championnat puisque c'est Kyle Busch maintenant qui est cinquième avec 455 points de retard sur le leader du championnat. Vous le voyez ici à l'image. Il y a du beau monde quand même dans ce top 10 au championnat, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas si loin de ça du top 10 de la Nextel d'ailleurs, hein, c'est quasiment les mêmes noms. Et bien voilà donc, ainsi se termine ce rendez-vous de Darlington. On ne vient ici qu'une fois dans l'année, donc il fallait en profiter, ce qu'on a fait, j'ai l'impression, un beau spectacle, mais c'est vrai, c'est un peu dommage. On ne reviendra pas à Darlington cette année. En revanche, on ira à Charlotte hein, pour la prochaine manche. Alors en fait, il va y avoir une semaine off pour nos amis de la NASCAR Busch. Ils ont bien le droit d'en profiter aussi un petit peu. Donc la semaine prochaine, pas de NASCAR. La prochaine course, c'est le 27 mai, mais elle est en nocturne à Charlotte. Donc on vous la présentera également lundi à partir de 21h50 sur Motors TV. Lundi 29 mai, si je ne m'abuse. Donc c'est ça, le prochain rendez-vous de la NASCAR Busch sur Motors TV. Et on va refermer cette page de Darlington avec donc la joie de Denny Hamlin qui s'impose pour la deuxième fois dans sa carrière, la deuxième fois cette saison. Mais c'est vrai que Kevin Harvick, avec encore un résultat très solide, écrase encore un petit peu plus le championnat. Oui, et puis Denny Hamlin va rallonger la longue liste des pilotes à s'être imposés en partant de la pole. Ils étaient 8 à l'avoir fait, et bien désormais ils seront 9 à l'avoir fait. C'est suffisamment rare en NASCAR pour être souligné. Allez, merci de votre attention, merci Manu, et à bientôt donc pour la suite de cette grande aventure que représente finalement la NASCAR Busch Series. Rendez-vous à Charlotte. D'ici là, attention à vous. Salut à tous. This copyrighted telecast may not be reproduced, retransmitted, or used in any form without the authorized written consent of NASCAR Broadcasting. NASCAR would like to thank all of our loyal fans for your continued support, and we hope you enjoyed